Je suis professeure Naïma Djiroud, actuellement cardiologue dans le libéral, anciennement chef de service de cardiologie à l'hôpital central de l'armée. Alors aujourd'hui, on me demande de parler un petit peu sur les anticoagulants oraux directs. Il faudrait quand même rappeler et dire que la fibrillation auriculaire est un trouble du rythme. C'est un trouble du rythme qu'on a chez des patients qui souvent sont des pathologies cardiovasculaires, à savoir de l'hypertension artérielle, ça peut être aussi des patients qui ont des valvulopathies. Il y a d'autres pathologies autres que cardiaques qui pourraient engendrer une fibrillation auriculaire. C'est un rythme qui devient anarchique. Pourquoi ces anticoagulants oraux directs chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire? Il faut dire que la fibrillation auriculaire peut engendrer une complication qui peut être redoutable. C'est généralement l'accident vasculaire cérébral. Bien sûr, en dehors de l'accident vasculaire cérébral, on peut avoir d'autres complications, telles que éventuellement un infarctus du myocarde, telles que un infarctus mésentérique, ou alors un embole peut aller au niveau des membres inférieurs ou membres supérieurs et on peut avoir une ischémie aiguë des membres. Pour contrecarrer tous ces événements, il faudrait impérativement apporter une thérapeutique qui est une thérapeutique anticoagulante pour essayer de fluidifier le sang et donc éviter ces complications. Celle que l'on redoute le plus, c'est l'accident vasculaire cérébral, égrevé d'un pronostic vital. Et si éventuellement le pronostic vital n'est pas là, on va avoir quand même un pronostic fonctionnel et on va avoir un patient que les caisses d'assurance ou que la famille va prendre en charge ad vitam aeternam parce que ce sont des patients qui vont avoir éventuellement une hémiplégie et donc dépendre de la famille. Donc voilà pourquoi il est indispensable d'anticoaguler les patients. Alors jusque-là, nous avons les anticoagulants oraux directs qui sont là depuis quelques années et qui sont sur le marché algérien depuis pas très longtemps, on va dire depuis 7-8 ans. Mais sur le marché international, ces anticoagulants sont quand même là depuis une vingtaine d'années. Ceci étant, nous avons aussi les antivitamines K qui sont prescrits pour les patients qui font une fibrillation auriculaire pour éviter ce type de complications. L'avantage des anticoagulants oraux directs par rapport aux antivitamines K, certes, quand on met un malade sous antivitamine K, en général, on doit lui demander d'avoir un petit carnet sur lequel on va mentionner qu'il est sous traitement et sous antivitamine K. Pourquoi ? Parce qu'avec les antivitamines K, il faut savoir que certaines thérapeutiques ne peuvent pas être associées assez facilement. Donc chaque fois que le malade va se présenter chez un médecin, il doit impérativement aviser le médecin qu'il est sous antivitamine K pour qu'il n'y ait pas de thérapeutique qui pourrait concurrencer cette antivitamine K, que ce soit à la hausse ou vers la baisse. Deuxièmement, quand le malade est sous antivitamine K, on a tendance à leur dire qu'il y a une alimentation qu'il faudrait respecter. Tous les aliments dans lesquels nous avons de la vitamine K, on ne va pas dire qu'il faut les proscrire. Ceci étant, il ne faut certainement pas les prendre le même jour. Et puis, la ration de ces aliments qui contiennent la vitamine K devrait être minimisée. D'autre part, quand on a un malade sous antivitamine K, ce sont des patients qui vont être astreints à un contrôle régulier. D'abord, un contrôle par le dosage de l'INR qui devrait se faire au départ pratiquement une fois par semaine. Et une fois l'INR cible souhaité est atteint, on va piquer nos malades une fois tous les mois. Donc ça reste quand même une contrainte pour ces patients qui devraient aller une fois par mois au niveau des laboratoires pour se faire prélever. Attention, il faut dire aux patients de faire très attention, de ne pas se blesser, de ne pas chuter pour ne pas aller vers des complications graves ou alors d'autres complications hémorragiques. Donc là, l'arrivée des anticoagulants oraux directs règle quand même un certain nombre de problèmes. On n'est pas obligé d'aller piquer le malade pour essayer de voir un petit peu quel est le taux d'INR pour se dire nous sommes au niveau d'une dose tout à fait souhaitable. Quand on doit mettre des anticoagulants oraux directs, la dose va être réfléchie tout au début du traitement en fonction de certains paramètres et notamment de la fonction rénale du patient, parfois par rapport aussi au poids du patient, parfois par rapport aussi à l'âge du patient. Secondairement, l'alimentation et les thérapeutiques, nous avons moins de molécules qui pourraient concurrencer ces anticoagulants oraux directs et l'alimentation pourrait être beaucoup plus simplifiée pour ces patients. Ceci étant, ça reste quand même des anticoagulants oraux directs, donc il faut quand même dire aux malades qu'il faut qu'ils fassent très attention pour ne pas chuter, pour ne pas aller vers des complications hémorragiques. Avec une fibrillation auriculaire, bien sûr de l'anticoaguler. À côté de ça, bien sûr qu'il faut mettre des antiarythmiques. Mais là, l'objet aujourd'hui, c'est les anticoagulants oraux directs. L'idéal, c'est d'aller vers les anticoagulants oraux directs.
On va choisir l'anticoagulant oral direct en fonction du patient que nous avons en face de nous. On va choisir la posologie en fonction de sa fonction rénale, en fonction parfois de son poids, en fonction parfois de son âge. Le souci que nous avons aujourd'hui dans nos consultations, c'est que cet anticoagulant oral direct n'est pas remboursé par nos caisses d'assurance. Donc on essaye d'expliquer un peu aux patients pour dire s'ils sont éventuellement capables de subvenir à l'achat de cette molécule, on va sur cette molécule parce qu'elle facilite la vie aux patients. Après, si nos malades ne peuvent pas se permettre d'acheter cette molécule, on reste très classique et on va rester sur les antivitamines K. Il faut qu'on discute clairement avec les patients dès le départ si on doit aller sur les anticoagulants oraux directs, parce qu'il est hors de question de passer d'une molécule à une autre, à savoir l'anticoagulant oral direct ou l'antivitamine K. Ce serait une manière de précipiter les patients vers des complications. Donc l'idéal, c'est que tous les malades qui ont une fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulation doivent se voir prescrire ces anticoagulants oraux directs qui pourraient leur faciliter la vie. Je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que, attention, les patients que l'on va mettre sous anticoagulant oral direct, il faudrait que ce soit le cardiologue qui décide de cette thérapeutique et non la famille. Souvent, vous avez des malades qui viennent vous voir et qui vous ramènent une boîte et qui vous disent « Et moi, est-ce que je peux prendre cette molécule ?» Donc là, il y a des indications précises. Il y a des patients qui sont en fibrillation auriculaire et du fait d'une pathologie sous-jacente, par exemple un rétrécissement mitral serré, ça reste une contre-indication aujourd'hui de ces anticoagulants oraux directs. Les patients qui ont des valves métalliques ne doivent pas bénéficier d'anticoagulants oral directs. C'est une contre-indication absolue. Dans le cadre des anticoagulants oraux directs, bien sûr, on est obligé de vérifier un petit peu la formule du patient avant de commencer un traitement. Il faut vérifier aussi la crasse sanguine de ce patient, vérifier son bilan hépatique et surtout aller voir un peu comment est sa fonction rénale. En fonction de le débit de filtration glomérulaire, qu'on va choisir la posologie de l'anticoagulant oral direct. À savoir, nous avons actuellement sur le marché le 15 et le 20. Ensuite, si pour les antivitamines K, nous devons contrôler l'INR tous les mois quand on est à la cible souhaitée, avec les anticoagulants oraux directs, nous allons contrôler le débit de filtration glomérulaire et ce débit de filtration glomérulaire va être contrôlé soit tous les 6 mois, peut-être bien tous les 4 mois ou tous les ans en fonction du débit de filtration glomérulaire de départ. La production locale, c'est une excellente chose pour le pays. D'abord, quand on fait de la production locale, c'est quand même booster un petit peu l'économie du pays. C'est créer des emplois au niveau du pays. Bien sûr, il y a de la disponibilité quand on doit fabriquer chez nous sur le territoire national. Donc, la logique voudrait qu'on n'ait pas de pénurie de ces médications-là. Et donc, ça devrait être disponible. Peut-être qu'à partir de ce moment-là aussi, on va diminuer un petit peu les prix par rapport aux princeps qui nous viennent d'ailleurs. Ceci étant, quand on va sur la production locale, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut que ce soit des produits de qualité. Il faudrait qu'il y ait des bioéquivalences par rapport aux princeps pour qu'on puisse les prescrire en toute sécurité, nous, praticiens.